Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La classe politique burundaise demeure dans l'impasse 4 jours après la reprise des pourparlers pour la paix à Arusha en Tanzanie. Une situation que le médiateur Benjamin Mkapa a décidé de porter au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Focus sur l'école polytechnique de Thiès au Sénégal, créée par le président Léopold Sédar Senghor. Depuis 1973, l'école a formé plus d'1 millier d'ingénieurs dans divers domaines. À Lomé, la capitale togolaise, le football pour handicapés attire de plus en plus de spectateurs. Le handisport se pratique désormais en pleine capitale dans l'espoir de trouver de généreux donateurs. Mais tout d'abord, le président tchadien Idriss Déby Itno est le nouveau président en exercice de la CEMAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est l'une des résolutions fortes issues des travaux de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement membres de la CEMAC qui s'est tenue en Guinée équatoriale le 17 février. Autre résolution, Daniel Ona Ando, l'ex-premier ministre gabonais, qui devient le président de la commission de la CEMAC. Il remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa. C'est lui qui sera en charge d'organiser la libre circulation des pays membres de l'organisation sous-régionale. Après 4 jours de négociations à Arusha, c'est toujours l'impasse dans la résolution de la crise burundaise. Le boycott du gouvernement a pesé sur cette 4e session du dialogue interburundais entamée le 16 février. Par conséquent, le médiateur Benjamin Mkapa a annoncé dimanche 19 février son intention de s'en remettre à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour mettre un terme à cette crise. Birama Saonera. Au Burundi, la crise politique et le dialogue des sourds entre le pouvoir et l'opposition se poursuit. Les pourparlers entre les différents protagonistes tenus du 16 au 20 février à Arusha, en Tanzanie, n'ont abouti à aucun résultat. Ces 4 jours de consultations ont d'ailleurs eu lieu en l'absence du gouvernement burundais qui a décidé de les boycotter. Ainsi, pour le médiateur de la crise burundaise, il est plus que nécessaire de convoquer en urgence un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est afin de sortir de l'impasse. Tout préalable en fait à une bonne négociation est un bon équilibre de rapport de force. Or, ce rapport de force est complètement déséquilibré en faveur du gouvernement. La seule force qui pouvait aider le Burundi à entrer dans un processus digne de son nom, c'est une force extérieure, notamment la communauté africaine à qui il a été confié de mener le processus. Au Burundi, les positions du gouvernement et de l'opposition semblent irréconciliables. Pour plusieurs observateurs, le pouvoir ne veut parler que des élections de 2020 et du rapatriement du dialogue à Bujumbura. De l'autre côté, l'opposition demande un gouvernement de transition avec le départ du président Pierre Nkurunziza. La difficulté, c'est qu'il y a véritablement un déséquilibre de rapport de force qui fait que le gouvernement ne peut accepter de faire aucune concession à une opposition qui est éclatée, qui est divisée, donc par conséquent extrêmement faible. C'est une pression qui peut aboutir même à un certain nombre de sanctions, y compris économiques, qui peuvent être ciblées. Donc là, ça permettrait d'équilibrer plus ou moins le rapport de force et amener le pouvoir actuel à s'asseoir avec sincérité et de manière inclusive autour de la table de négociation. En rappel, le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature en avril 2015 de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat que ses opposants jugent inconstitutionnel. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 400 000 personnes à fuir le pays. Toutefois, le médiateur dans la crise burundaise reste optimiste. Pour lui, un accord de paix définitif de sortie des crises au Burundi pourrait être trouvé au plus tard en fin juin 2017. 14 morts et une trentaine de blessés, c'est le bilan provisoire d'un attentat à la voiture piégée à un carrefour de Mogadiscio, la capitale somalienne, ce dimanche 19 février. L'attaque de ce dimanche a visé un carrefour très animé du quartier de Madina, dans le sud de la capitale. Cette agglomération abrite de nombreux commerçants, des civils faisant leurs courses et des militaires de faction. C'est le premier attentat à viser Mogadiscio depuis l'élection du nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo le 8 février dernier. Découvrons maintenant l'école polytechnique de Thiès au Sénégal qui a la particularité de former les futurs ingénieurs du pays. Depuis 1973, date de sa création, l'école en a formé plus d'1 millier dans divers domaines. Pendant 5 ans, ces pensionnaires tous internes portent l'uniforme et se plient à une rigueur militaire. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye.
L'école polytechnique de Thiès a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor. Objectif répondre à la pénurie d'ingénieurs au Sénégal. Fondée en 1973, l'école a formé près d'1 millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique et informatique et en télécommunications. Les étudiants sont recrutés sur concours à travers les 14 régions que compte le Sénégal et 17 centres sont ouverts chaque année. L'idée étant de chercher les meilleurs au niveau des classes de terminale scientifique. La caractéristique fondamentale, d'abord, c'est la sélection à l'entrée. Donc, la sélection à l'entrée, comme je vous ai dit, c'est un concours très sélectif et on fait le tour du Sénégal pour chercher en fait la perle rare. Première étape. Deuxième étape, c'est le cycle de prépa intégré que nous sommes en fait la seule école d'ingénieurs au Sénégal à posséder donc ce cycle de prépa intégré qu'on appelle ici le tronc commun. L'autre particularité, c'est aussi que la moyenne de passage en classe supérieure est de 12 sur 20 à tous les niveaux. Et aussi la rigueur et la discipline donc, qui règne ici au-devant de l'établissement. Et c'est ça qui fait notre particularité et qui fait que en fait, le produit de Polytechnique aussi actuellement est prisé par les entreprises. Dans cette école, 12 000 élèves sont formés en théorie comme en pratique dans les différentes filières. Selon les encadreurs, la formation reçue par ces étudiants répond aux besoins du marché de l'emploi. L'objectif du programme d'études en vigueur à l'école polytechnique de Thiès est de former en 5 ans des ingénieurs de conception de haut niveau au service du développement. D'ailleurs, les étudiants en sont même conscients. Déjà, nous comprenons que le défi ou bien le développement de notre pays, ça doit émaner forcément de nous. Parce que personne d'autre ne va venir faire cela à notre place. C'est pourquoi lorsque nous avons eu le bac, nous avons opté pour venir dans une école d'ingénieurs où nous pourrons peut-être suivre une formation pour ensuite venir secourir notre pays. Je vois qu'en Afrique, on a un problème de technologie. Par exemple, je peux le formuler ainsi, nous sommes plutôt des consommateurs. La technologie est plutôt présente en Occident et nous avons besoin de personnes qui innovent et qui osent créer. Donc c'est pourquoi j'ai tenté de relever le défi. L'école polytechnique de Thiès, établissement public à vocation internationale, forme aussi des étudiants venus d'autres pays du continent. Elle délivre un diplôme d'ingénieur de conception reconnu sur le plan international. C'est le nouveau phénomène dans la capitale togolaise, le football pour handicapés. Zoom sur l'équipe Handisport Club de Lomé. Ses membres espèrent, via leur initiative, développer le handisport au Togo. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Tous les mercredis et vendredis à Lomé, il n'est pas rare d'apercevoir sur le boulevard Gnassingbé et Adema ces jeunes à mobilité réduite. Sur ce parking en plein air dans la capitale togolaise, ils s'entraînent autour du ballon rond malgré leur handicap. Assis sur un tabouret roulant de fortune, ces joueurs peuvent faire tous les mouvements possibles grâce à l'usage de leurs mains. Ils sont pour la plupart des indigents. Nous avons organisé ce football pour montrer aux gens que nous sommes capables de faire quelque chose à part mendier. Avant, nous cotisions 200 francs chacun pour acheter un ballon. Mais maintenant, il y a un ancien joueur du nom de Nibombe. C'est lui qui nous encourage. Il nous a donné 7 ballons et des maillots. Pour le coach, le choix de jouer en pleine capitale n'est pas anodin. L'objectif est surtout d'attirer le regard des bonnes volontés sur qui l'équipe compte pour développer le handisport au Togo. On a commencé ça banalement au début de 2015. Quand j'ai commencé à former cette équipe-là. Il s'agit de ça. On est en train de faire mollo. Mais ce qui nous manque, il nous faut d'aide pour nous aider en matière d'équipement, les maillots, les ballons. Ça nous manque beaucoup de choses. Si les autorités nous voient, peut-être ils veulent nous trouver une solution par la fédération et le ministère des Sports. Parce que les choses, depuis Ghana, ça a déjà évolué. Ils ont déjà intégré dans leur fédération au Nigeria aussi. Composée de 17 joueurs de différentes nationalités, l'équipe Handisport Club de Lomé espère avoir le soutien du ministère des Sports. Ce jeu que d'aucuns appellent le handifoot n'est pas encore développé au sein de la Fédération togolaise des sports paralympiques, mise en place au Togo depuis novembre 1998. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.